Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les grands mouvements littéraires. C'est un cours qui peut s'adresser à des collégiens qui ont envie d'en apprendre un peu plus sur l'histoire des grands mouvements littéraires en France, mais c'est surtout utile aux lycéens pour pouvoir fonder une introduction ou commencer un commentaire de texte. Il y a juste un petit avertissement, tout ce que je vais te dire c'est très bien, mais il ne faut pas baser entièrement des exercices de commentaire de texte, d'analyse, de dissertation, uniquement sur des connaissances au sujet de ces grands courants littéraires. Parce qu'ils sont souvent durs à définir et puis on ne peut pas réduire un texte ou un sujet à quelque chose d'aussi instable et large qu'un mouvement littéraire. On va donc commencer pour l'histoire de la littérature en France par le XVIe siècle. Le Moyen-Âge, c'est quelque chose d'assez dur à aborder et de façon générale, on évite d'en parler au lycée, c'est pas tellement au programme. Donc on va commencer par le XVIe. Les grands courants du XVIe siècle, ce sont l'humanisme et la Pléiade. Donc je vais commencer par l'humanisme. L'humanisme, c'est un courant avant tout de pensée qui se traduit dans la littérature. Ce courant de pensée, il est lié à la période de la Renaissance. À la Renaissance, en Europe, on va voir renaître la culture. On va redécouvrir les antiquités, on va redécouvrir les humanités, on va relire les auteurs latins, les auteurs grecs, on va se transmettre des manuscrits, on va beaucoup échanger. Une des figures principales en Europe de l'humanisme, c'est Erasme justement. Et Erasme, il a donné son nom au programme Erasmus, d'échange des étudiants. Donc voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la grande discussion européenne entre grands savants, entre grands philosophes, entre grands écrivains. En France, l'humanisme va poser des questions philosophiques, de grandes questions sur la position de l'homme dans le monde. En fait, l'humanisme va essayer, pas de critiquer forcément, mais va essayer d'aller contre l'explication religieuse des choses et au lieu de se poser la question de ce qu'est Dieu, va poser la question de qu'est-ce qu'est l'homme. Voilà, la question de l'homme, elle est au centre de l'humanisme. Et donc, dans l'humanisme, on va avoir trois auteurs principaux en France. On va d'abord avoir Montaigne. Montaigne, lui, il a écrit les Essais. Donc ça, c'est un genre littéraire tout à fait nouveau pour l'époque, où en fait, il va essayer sa pensée au fil de sa plume. Il va prendre un sujet différent à chaque fois et essayer d'écrire quelques pages comme une sorte de dissertation où il va essayer des idées, il va les développer, il va revenir sur ses pas, il va essayer de parler un peu de lui, de confronter ses idées, donner des exemples, des illustrations. Donc voilà, donc ça c'est un ouvrage fondamental de l'humanisme au XVIe siècle, c'est les Essais de Montaigne. On a aussi Étienne de la Boétie qui était très ami avec Montaigne et qui lui a écrit en particulier le discours de la servitude volontaire. Ce discours-là, il est fondamental parce que la Boétie va reprendre beaucoup d'idées philosophiques, beaucoup d'idées politiques de l'Antiquité, à savoir qu'en réalité, on est dominé par rien d'autre que par soi-même. En fait, on va accepter d'être dominé par d'autres personnes uniquement parce qu'on y éprouve une sorte de confort. Donc voilà, il va expliquer dans son discours de la servitude volontaire que toute servitude, toute domination est volontaire et acceptée par la personne qui est dominée. Et donc il va essayer de donner les moyens de contrer cette domination. Et donc c'est toute une réflexion politique et une réflexion philosophique sur la place de l'homme en société. Le troisième auteur dont je vais te parler maintenant, c'est Rabelais. Alors Rabelais, lui, c'est quelque chose de très particulier qu'il va faire. Il va écrire des romans très comiques. Beaucoup de blagues, beaucoup d'ironie, une forte distance ironique. Mais en réalité, c'est des ouvrages d'éducation, en fait. Il va écrire donc Pantagruel, Gargantua. C'est des récits qui parlent de l'éducation de grands géants. Voilà, mais en fait, c'est une métaphore. En réalité, il parle de souverains, de monarques encore jeunes qui essayent de découvrir comment régner, comment exercer le pouvoir. Donc il y a toute une réflexion sur l'éducation des enfants, sur l'éducation des souverains, sur le pouvoir, comment gouverner de façon correcte. Et donc voilà, mais tout ça en passant par une ironie mordante et avec des références à l'Antiquité aussi, parce que dans l'Antiquité, bon, c'était sérieux mais on rigolait beaucoup.
Maintenant, je vais parler de la Pléiade. La Pléiade, c'est un groupe de poètes, c'est uniquement de la poésie. Un groupe de poètes qui a cherché à faire comme en Italie à l'époque. Parce que les Italiens, eux, un peu avant les Français, ont réussi à imaginer qu'un pays était uni avant tout par sa langue. Donc les Italiens ont essayé de se démarquer du latin, même si leur langue était très proche, et de former une langue italienne précise, une langue italienne belle, avec une poésie qui lui est propre, à l'écart du latin. Les Français ont essayé de faire pareil, et donc ils se sont réunis pour employer une langue unifiée, une langue correcte, une langue jolie, une langue poétique, autour d'œuvres particulières. Et donc là, il y a deux noms qu'on peut retenir principalement, c'est Ronsard, qui a écrit justement beaucoup de poésie amoureuse, mais c'est une poésie très subtile, c'est une poésie très minutieuse en fait. Et on a aussi Joachim du Bellay, qui lui a écrit de la poésie, pareil, très lyrique, très liée au sentiment personnel. Mais lui, il y a quelque chose de très différent en fait, c'est que chez du Bellay, on va reconnaître aussi une sorte de critique de l'Antiquité. Il va dire par exemple dans son poème connu « Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage » ou « Comme c'est celui-là qui conquit la toison », dans ce poème-là justement, il dit qu'il a visité Rome, ses antiquités, qu'il a visité tout ça, mais qu'en réalité ce qui lui plaît le plus, c'est sa campagne à lui, c'est la France. Et donc en fait il y a tout un décalage entre les deux, il dit que l'Antiquité c'est bien, mais qu'il faut s'en détacher pour vivre dans le temps présent. Il faut vivre en parlant un français nouveau, unifié. Voilà. Ça, c'était le XVIe siècle. Maintenant, je vais te parler du XVIIe siècle, qui est vraiment le cœur des études en littérature en français. Parce qu'on parle surtout du classicisme. Le classicisme, ça s'appelle comme ça parce qu'on étudie des auteurs dits classiques. Et en fait, ces auteurs qu'on appelle classiques, ça vient aussi du mot classici en latin, c'est les auteurs classiques du corpus classique, des études classiques. Et donc c'est les auteurs latins, c'est les auteurs grecs. Donc en fait, cette période du classicisme, ça va être une redéfinition de la littérature et de l'art en général à partir du modèle antique, gréco-latin, et on va justement essayer de restituer ces modèles antiques et de formuler une poésie, une littérature classique. Donc il y a énormément de règles qui vont s'imposer au XVIIe siècle. Par exemple, on peut penser à Nicolas Boileau, qui lui est un poète qui va réussir à écrire un art poétique, et dans cet art poétique, il va définir les règles, notamment du théâtre classique, en disant qu'en un jour, qu'en un lieu, un seul fait accompli, tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. Donc là, il a annoncé la règle des 3 unités. Unité de temps, un seul jour, la pièce dans l'histoire, ça dure qu'un seul jour, un seul lieu, ça change pas, on est toujours au même endroit, avec des petits changements parfois, mais on reste quand même au même endroit. Et unité d'action. La pièce ne se perd pas à raconter des histoires par-ci, par-là. On est clair, il y a un début, il y a une fin, il y a une seule action et on va essayer de la résoudre sur scène. Donc ça, c'est les règles du théâtre classique. Des auteurs vont essayer justement de respecter ces règles-là. On peut par exemple penser à Molière dans sa comédie qui respecte effectivement ces règles-là. Molière, lui, va s'inspirer des comiques latins, des comiques grecs aussi. On peut penser à Plaute par exemple parce que Molière a écrit l'Avare et Plaute a écrit des pièces où il y a une histoire d'avare qui essaye de cacher sa cassette pleine de pièces d'or. Voilà, donc Molière s'en inspire grandement. D'un autre côté, du côté tragique, on va avoir Racine qui lui s'inspire vraiment de l'Antiquité gréco-latine avec une Phèdre, avec plein de personnages comme ça. Et puis de l'autre côté, on a aussi, toujours dans le domaine tragique, Corneille. Et lui, Corneille, en fait, c'est un peu particulier parce qu'au début de sa carrière, il va écrire des choses pas tellement classiques, il va essayer de les réécrire par la suite pour que ça rentre dans le cadre classique, mais il a commencé en fait avec des pièces qu'on appellerait baroques. Et pour le coup, la période baroque, bon, c'est le début du XVIIe siècle en France, ça vient d'Espagne, ça vient du Portugal.
C'est un courant dans lequel on aime l'excès, on aime la démesure, on aime le théâtre qui n'en finit jamais, des scènes très longues qui mêlent histoire réelle, songe, magie. Voilà, une des pièces proprement baroques de Corneille, Médée par exemple, où on parle donc de la sorcière Médée de l'Antiquité, sauf que sur scène il y a de la magie, on respecte pas tellement l'unité de lieu, on fait des choses horribles sur scène, on voit des meurtres sur scène alors que c'est interdit normalement. Pendant la période c'est classique, et elle finit par s'envoler sur un char porté par le soleil. Enfin, tout ça, c'est pas du tout classique. Corneille essaiera de s'en défendre en disant que bon, il a essayé d'y réfléchir un petit peu, il sait pas trop comment réécrire, mais voilà. En tout cas, ça, au théâtre classique, on a ces trois auteurs, on a Molière, Corneille, Racine, ça reste quelque chose. Du côté de la poésie, on va avoir Jean de La Fontaine. On connaît tous les fables de La Fontaine. Voilà, pareil, Jean de La Fontaine, il n'a pas inventé de toutes pièces ses fables, il a repris un modèle antique, grec, qui s'appelle Ésope, qui a écrit des fables lui aussi, et parfois La Fontaine va jusqu'à copier en fait, traduire, voire copier les fables d'Ésope. C'est des fables très amusantes qui personnifient des animaux, voire des parties du corps. Il y a une fable très très drôle qui raconte justement comment les parties du corps, les membres du corps, les organes essayent de faire la guerre, de se faire la guerre tous ensemble. Puis au final, ils se rendent compte que l'estomac, c'est quand même l'organe le plus important parce que sinon, ils meurent tous. Mais ça, La Fontaine l'a repris aussi, donc il y a tout un jeu de reprise, de réécriture. Sinon, on a aussi comme auteur Jean de la Bruyère, qui, comme ses contemporains, va reprendre un modèle antique, qui est le modèle grec de Théophraste. Théophraste a écrit des caractères. Qu'est-ce que c'est les caractères? Les caractères, en fait, c'est des caractères de personnages. En fait, on va prendre un personnage type, on va exagérer ses traits, on va en faire l'archétype même d'un défaut. Voilà, il va y avoir le glouton, le gourmand, il va y avoir l'avare, il va y avoir l'idiot, il va y avoir le pédant, l'audacieux, etc. Et donc voilà. Et donc La Bruyère va écrire ses caractères. Et quand il écrit ses caractères, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il propose d'abord une traduction des caractères de Théophraste, depuis le grec ancien. Et ensuite, il propose lui-même ses propres caractères qu'il a écrits. Et il y a des reprises, il y a des jeux de reprises entre les caractères, justement, où il essaye de montrer qu'il apporte un brin de modernité dans son écriture. Et ce qu'on observe en fait avec donc, le théâtre comique surtout, mais il y a aussi le théâtre tragique, il y a La Fontaine avec ses fables qui sont amusantes mais qui formulent une sorte de critique parfois du pouvoir ou de la société. De même pour La Bruyère qui va jusqu'à critiquer les mœurs de la cour. Et ben, en fait, avec toute cette littérature-là, va émerger une sorte de courant, pas vraiment un courant, mais c'est dans l'idée, qu'on appelle le moralisme. En fait, on va parler de moralisme parce que ces auteurs-là vont décrire les mœurs de leur époque. Les mœurs, en fait, c'est les habitudes, les coutumes, les traits de caractère, la morale aussi d'une époque. Donc en fait, ils vont essayer de décrire tout ce qu'ils voient, ils vont être de fins observateurs de leur période et des personnes qu'ils côtoient. Et ils vont pas forcément émettre de critiques parce que des fois, ils dissertent juste sur le sujet des mœurs, mais en fait, en pointant du doigt, en essayant de faire rire, en faisant des choses comme ça, ils vont essayer de montrer le caractère idéal, comment mieux vivre, comment être réellement dans la société en homme sérieux et honnête et idéal. Et donc ça, ils appellent ça l'idéal de l'honnête homme. Donc voilà, et ça on le retrouve dans tous ces ouvrages-là. Il y a l'idéal de l'honnête homme. Chez Molière, on le trouve dans le Misanthrope, où il y a une réflexion sur l'idéal de l'honnête homme. On le trouve chez La Bruyère, justement, qui va critiquer, en fait, un par un, tous les défauts de la société contemporaine pour essayer de définir, bon, par la négative, mais de définir l'idéal de l'honnête homme. Et voilà, c'est quelque chose qui fonde réellement le classicisme et le moralisme en tant que tel. Et puis, un truc pour revenir avant sur la comédie, Molière avait utilisé particulièrement bien une citation en latin qui disait « Castigat ridendo mores », elle châtie les mœurs en riant, en faisant rire. Et donc justement, l'objet de la comédie, c'est de faire rire de défauts, justement pour les critiquer. En pointant du doigt, on arrive à dire que c'est un autre modèle qu'il faut suivre. Donc voilà, ça c'était pour le classicisme. Ensuite, ce qu'on a au XVIIe siècle, c'est une forme de sous-genre, c'est plutôt un style qu'un mouvement littéraire. Ça s'appelle la préciosité. Et en fait, la préciosité, c'est un style
qui commence à naître dans les salons des grands aristocrates qui se réunissent pour se lire de la poésie, pour essayer de mieux écrire ensemble, essayer de discuter de sujets intéressants et surtout de sujets amoureux. En fait, la préciosité, c'est un style qui se cristallise sur le sentiment amoureux. Donc c'est un style qui va utiliser beaucoup d'adjectifs, beaucoup de néologismes, des nouveaux mots pour décrire le sentiment, les passions du cœur, etc. C'est à partir de là qu'on a plein d'adjectifs en able comme admirable, voilà, pour décrire l'être aimé. Et c'est pas tellement dans la poésie qu'on le retrouve, c'est surtout dans le roman, et surtout dans les romans écrits par des femmes comme Madame de Lafayette, qui elle a écrit donc La Princesse de Clèves. Et La Princesse de Clèves a un style particulièrement précieux. Donc c'est pour ça qu'on parle de préciosité.